Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de nos interviews droit et photographie avec Joëlle Verbrugge, qui est photographe et avocate pratiquant le droit dans le domaine de la photographie. Bonjour Joëlle et merci de répondre encore une fois à nos questions. Bonjour. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est cher au cœur de Jouméo, puisqu'il s'agit de la protection des images au travers des droits d'auteur. Donc c'est un sujet qui est vaste, on va probablement pas pouvoir en faire le tour en un quart d'heure, mais on va essayer de tirer les grandes lignes pour guider les photographes et les utilisateurs de Jouméo qui nous écoutent et qui nous regardent. Donc Joëlle, la première question que j'ai à poser concerne la définition même du vol d'une photo. Quand est-ce qu'on peut considérer qu'une photo a été volée? Alors en fait, on ne parle pas de vol. En droit, on parle de contrefaçon. D'accord. C'est une infraction qui est prévue par l'article L 335.2 et l'article L 122.4 du Code de propriété intellectuelle. Et ce sera toutes les fois où une photo a été utilisée, enfin une photo ou une œuvre en général, mais là on parle de photo, a été utilisée en tout ou en partie sans l'accord de son auteur. Donc il y aura contrefaçon aussi, on cède des droits d'exploitation pour 1 an et que par exemple le client les utilise au-delà d'1 an. Et il y aura aussi évidemment contrefaçon lorsqu'on n'a aucun rapport contractuel avec quelqu'un qui se sert de notre photo pour faire sa com ou pour quoi que ce soit. D'accord. Donc, partager une photo ou une vidéo qui ne nous appartient pas sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est un délit? Et du coup, si oui, qu'est-ce qu'on risque précisément? Alors en fait, sur les réseaux sociaux, c'est particulier. Le simple fait de relayer le post de l'auteur de la photo n'est pas une infraction. Parce que ça, c'est le principe même du réseau social. Si toi, tu postes ta photo quelque part, moi, je la trouve bien, mais je la relaye, mais à partir de ton post. Et ça fait partie des conditions claires et nettes d'utilisation du réseau social. C'est le principe même. Par contre, si moi, je prends ta photo, je la télécharge, et puis je la repartage moi-même comme si elle venait de moi, logiquement et techniquement, il y a contrefaçon. D'accord. Tu m'as donné ton accord, évidemment. D'accord. C'est ça. Et alors, je conseille aux gens qui ont l'accord de l'auteur, quand ils font ça, de mettre partage avec l'accord de machin, comme ça déjà, ça évite tous les justiciers qui vont venir leur dire t'as pas le droit, et ils auraient raison dans l'absolu. Et alors en plus, évidemment, plus est si en repostant la photo, on met pas le nom du véritable auteur, là c'est tout aussi contrefaisant, mais il y a en plus une violation du droit moral de paternité sur l'œuvre. Oui, on est bien d'accord que le simple fait de partager une photo en mettant copyright un tel, ça ne suffit pas. S'il n'y a pas d'accord, ça ne suffit pas à protéger la personne qui partage. Ce sera, en cas de procédure, ce sera pas une circonstance atténuante, ce sera juste un élément de majoration de dommages en moins, parce qu'on n'aura au moins pas porté atteinte à ce droit moral à la paternité sur l'œuvre, mais il n'en reste pas moins que le simple fait de l'avoir reproduit est une contrefaçon en soi s'il n'y a pas l'accord de l'auteur. Ou si l'accord de l'auteur visait certains supports, mais pas celui-là, par exemple. Mais du coup, cette réalité-là, ce qu'on vient de dire, c'est vrai aussi dans le cadre, par exemple, je ne sais pas, je me marie, j'ai un photographe qui me fait passer ses images et ses vidéos et ses photos, et je décide de partager ces images-là autour de moi sans prévenir le photographe. Là encore, qu'est-ce que je risque? Est-ce que je tombe sous les droits d'auteur? Comment ça se passe? Alors, les droits d'auteur, oui, de toute façon, ils sont applicables par principe, on va dire, aux photos de mariage comme à toutes les autres. Ouais, même si je suis le sujet, Alors oui, le fait qu'on soit le sujet d'une photo ne change rien. On a des droits au titre du droit à l'image, mais pas au titre du droit d'auteur, puisque là, c'est seul l'auteur de la photo a des droits. Après, généralement, quand un contrat de mariage, quand un contrat de photographe de mariage est bien fait, le contrat prévoit lui-même que les mariés peuvent partager des photos sur leurs réseaux sociaux personnels. En mettant le nom du photographe, et je conseille quand même au photographe de mettre son filigrane discret sur les photos. Et quand le contrat est bien fait aussi, il indique que les mariés ne peuvent pas les recadrer, ne peuvent pas les modifier, et doivent idéalement, quand c'est sur les réseaux sociaux, mettre en outre un lien vers son site. Comme ça, on va dire que c'est de la publicité qui se fait pour lui aussi. On va dire que sans accord précis dans le contrat qui est fait avec entre le photographe et les mariés, normalement, les mariés n'auraient pas le droit de les reproduire. La seule exception pourrait être s'ils ont un compte Facebook, par exemple, privé, avec juste leur famille et leurs amis. Là, on va considérer qu'il n'y a pas de publication au sens propre. Parce que c'est un réseau propre, privé. Après, il y a eu aussi des jurisprudences qui discutaient de savoir, alors c'était plutôt sur d'autres sujets du droit, mais la réflexion est transposable,
si la diffusion d'une œuvre ou d'un propos quelconque dans un groupe Facebook, par exemple, qui soit fermé, ou un compte Facebook fermé, mais avec 5000 contacts, c'est-à-dire le maximum que Facebook permet, ben là, dans ce cas-là, généralement, les juridictions considèrent que c'est quand même une publication parce que ça implique et ça touche un public assez large. Mais donc, il faut, pour que les mariés puissent publier les photos de leur mariage, soit que ça reste vraiment dans un cadre très, très limité, famille, amis, soit que ça soit prévu par le contrat. Et ça, il suffit qu'il demande au photographe. Et le photographe, il a l'habitude. Dès le moment où on modifie pas ses photos, en principe, il est d'accord, ça lui fait de la pub. Hein. C'est aussi comme ça qu'il a été trouvé par les mariés. Oui, c'est clair. Mais de toute manière, la notion de photographe de mariage et de photographie de mariage, on abordera ça dans quelques temps ensemble, je crois, dans une interview qui sera spécialisée, qui sera réservée à ce thème-là. Je voulais savoir si un photographe amateur, voire même un particulier, avait le droit, en gros, de passer en justice pour vol de photos, donc de faire appel à la justice pour vol de photos, donc pour contrefaçon. Alors, je ne sais pas quelle différence tu vois entre photographe non professionnel ou particulier, parce qu'a priori, ça va être la même, ça va être la même personne. Mais oui, il n'y a pas de problème. Et il y a eu des décisions sur des contrefaçons de photos. D'accord. Qui étaient faites par des photographes qui n'avaient pas de numéro SIRET, qui n'étaient pas professionnels. Ça ne change rien sur les droits en tant que tels. Et lui, comme tous les autres photographes, qu'ils soient professionnels ou non, devront quand même démontrer ce qu'on appelle l'originalité. L'originalité, oui. Qui est un critère, alors là, surveille bien mes prochaines parutions, parce que ça fera l'objet d'une belle annonce bientôt. C'est un critère qui, en fait, a été créé par la jurisprudence, qui ne figure pas dans le Code français de la propriété intellectuelle, qui figure dans le droit européen, mais pas dans la loi française. Et il n'a été ajouté d'ailleurs qu'assez récemment, on va dire, alors que ça fait des dizaines d'années qu'il est ajouté par la jurisprudence. Et en fait, les juges imposent à l'auteur qui vient réclamer une indemnisation au titre de la contrefaçon, lui impose de démontrer en quoi il a apporté à son œuvre, en quoi il a imprimé à son œuvre la marque, l'empreinte de sa personnalité. Et donc, c'est un critère qui est assez subjectif et donc très anxiogène parce que le photographe ne peut pas se contenter de décrire techniquement sa photo. Tel sujet, cadré comme ça, telle ouverture de diaph, telle vitesse et tel objectif, ça suffira pas. Il faudra qu'il démontre au magistrat et photo par photo, s'il a un 500 dans le litige, ça va être très long, photo par photo, qui démontre ce qu'il a voulu faire passer et quelle a été son intention créative au moment où il a cadré, pourquoi il a cadré comme ça, etc. Voilà, oui, donc je vois à ta tête qu'en effet, tu perçois les enjeux. C'est clair. Parce qu'on arrive à la situation où plus le litige concerne un nombre élevé de photos, et plus en fait, ça fait un obstacle énorme, parce que l'adversaire va systématiquement contester l'originalité de chaque photo. Et donc, rien que déjà dans l'assignation qui va introduire l'instance, ou dans les conclusions après, on a des conclusions à rallonge. Et voilà, et donc c'est un très très gros problème, mais malheureusement, on est obligé de faire avec. Parce que, voilà, la jurisprudence, pour l'instant, n'a pas l'intention de changer, manifestement, et donc, ça induit un peu les réponses que je vais donner aux questions d'après. Ça veut dire qu'il vaut mieux toujours négocier. Parce que dès le moment où on voit qu'on a en face de nous quelqu'un qui vient tout de suite en disant oui, mais cette photo, je l'ai trouvée ailleurs, elle ne portait pas votre nom, et en plus, de toute façon, elle n'est pas originale. Alors, c'est pas parce qu'il dit ça quand on le met en demeure qu'il n'y a rien à faire, hein, il y a un moyen de négocier. Mais ça veut dire que si on doit aller jusqu'en justice, il ne va pas nous lâcher. Il va tout faire pour faire dire au magistrat que la photo n'est pas originale. Et c'est au photographe à prouver l'originalité, c'est pas à l'autre à prouver qu'elle n'est pas originale. C'est sûr. Ok. Et du coup, quand on a décidé d'aller en justice, parce qu'on a constaté qu'il y avait une contrefaçon, ça y est, ça revient. Quand on a constaté qu'il y avait une contrefaçon, à qui on doit s'adresser pour Alors, de toute façon, on commence pas tout de suite par saisir le tribunal. Parce qu'il y a une loi depuis 2015, je me rappelle bien, qui oblige de démontrer qu'on a d'abord essayé à l'amiable. De toute façon, on ne va pas tout de suite devant le tribunal. Donc déjà, il faut envoyer une mise en demeure, alors soit tout seul, et j'ai un bouquin là-dessus qui s'appelle Checklist, on m'a volé une photo, qui peut déjà indiquer sur la façon de donner des indications sur la façon de constituer son dossier, etc. Mais quand le dossier est bien prêt, c'est-à-dire qu'on a bien la preuve de toutes les utilisations de la photo, qu'on essaie de chiffrer son préjudice, etc. Le photographe peut toujours, s'il veut, commencer par une mise en demeure de son côté. Mais après, de toute façon, s'il y a procédure, comme depuis 2009,
On est obligé de saisir exclusivement un des 10 tribunaux qui sont compétents sur tout le territoire pour ce genre d'action, ce qui est pour moi une hérésie, hein, c'est complètement… Il y a 10 tribunaux. Oui, c'est-à-dire que moi, à Anglet, si on me vole une photo au bout de mon couloir, il faut que j'assigne à Bordeaux. C'est complètement débile. Si on te vole une photo à Mayotte, je crois que tu dois assigner… Non, pour Mayotte, c'est la Réunion, il me semble. Mais si on te vole une photo en Nouvelle-Calédonie, tu dois assigner à Paris de mémoire. Okay. Donc, bilan des courses, la plupart des photographes renoncent à aller plus loin parce qu'une procédure, c'est long, c'est cher, c'est anxiogène. Ouais. Et c'est typiquement la question que j'allais poser ensuite, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller en justice tout de suite Alors, ça dépend. Voilà. Ça dépend vraiment de l'enjeu du litige. C'est clair que si tu me dis, toi, on m'a volé une photo et on s'en est servi dans un blog, c'est un petit blogueur anonyme qui fait le truc, je l'ai mis en demeure, mais il fait le mort, il ne bouge pas. Je vais, si tu me consultes pour ça, je vais envoyer une mise en demeure, je vais le secouer sérieusement, éventuellement, je vais écrire à l'hébergeur de son site pour dire, verrez-moi cette photo, que j'ai le droit de faire. Mais si ça ne va pas plus loin, je ne te dirais pas d'aller en justice parce que même en chiffrant ton préjudice au maximum, tu n'auras jamais ce qui va couvrir tes frais de défense. Par contre, si avec la même photo, tu t'aperçois que Coca-Cola s'en sert pour faire une campagne de pub pendant toute une saison dans le monde entier, ben là, oui, je vais te dire, OK, non seulement tu vas aller en justice s'ils ne répondent pas, mais on va commencer par bien constituer ton dossier, par avoir la preuve de tout ce qu'ils font comme utilisation de la photo. Et là, le préjudice va tellement monter que forcément, ça vaut le coup. Mais il faut vraiment l'apprécier d'une affaire à l'autre. Il n'y a pas de réponse générale à cette question-là. Oui, c'est ça. La réponse, elle est adaptée à chaque situation. Et puis aussi, moi, j'ai vu des gens qui arrivaient avec des dossiers qui valaient vraiment le coup d'aller devant un magistrat. Après, moi, je ne pousse jamais à la procédure, d'une part parce que je ne m'en occupe plus moi-même de cette procédure, précisément parce que c'est loin et que c'est plus très compatible avec mes activités de formation. Mais j'ai vu des gens qui avaient des dossiers qui étaient parfaits pour aller en procédure et ils faisaient les frais de la mise en demeure, enfin du constat d'huissier, etc. Donc, ils avaient déjà pas mal de frais avant même que ça commence. Et malgré ça, à un moment, ils ont arrêté parce qu'ils ont dit oui, bon, je sais que je vais gagner, mais je n'ai pas envie de dépasser 3 ans. Ouais, c'est clair. Et je peux comprendre, hein, franchement, je peux comprendre. Le problème, c'est qu'il y a tellement d'obstacles de procédure ajoutés par le législateur qu'en bout de course, ça fait le jeu des contrefacteurs. C'est toujours les auteurs qui sont de la revue, en fait, dans l'histoire. Parce qu'au lieu de soi-disant vraiment les protéger, en réalité, on leur met tellement d'obstacles, que ce soit les frais de justice, l'éloignement des tribunaux, la condition d'originalité. Ben, tout ça fait qu'à un moment, ça leur paraît insurmontable et ils n'ont pas envie de défendre leurs droits. Et moins ils défendent leurs droits, ben, forcément, plus les gens contrefont des photos, quoi. C'est clair. Et du coup, c'est là qu'intervient la dernière question, c'est les conseils pour protéger le mieux possible ces images de toute contrefaçon, en fait. Qu'est-ce que le photographe devrait faire pour protéger au mieux ces images et pas je dirais que de manière générale, quand il les publie, déjà, ne pas publier des hautes def. Moi, je vois arriver, alors moins maintenant, mais pendant tout un temps, je voyais arriver dans mon cabinet des photographes qui me disaient, tiens, regardez, on m'a volé une photo, etc. Donc, j'allais voir à partir de leur mail, j'allais voir leur site, je voyais toutes des photos magnifiques en plein écran. Alors, j'ai qu'un ordinateur portable, mais manifestement, vu la définition, j'aurais pu l'afficher en 2 fois plus grand. Et en fait, un clic droit, même pas désactivé. Donc, je faisais l'essai, j'en téléchargeais une et je sortais le fichier de 10 mégas, 15 mégas. Écoutez, monsieur, est-ce que quand vous partez en vacances, vous fléchez dans tout le quartier pour dire maison abandonnée, maison vide pour les cambrioleurs? C'est un peu ça que vous faites. Donc, déjà, pas les afficher, que ce soit sur votre site ou sur Jumeo ou n'importe quoi, ne pas les afficher en ultra HD, etc. Ben là, oui, c'est le principe de Jumeo qui n'affiche finalement que des prévus. Alors, ça, c'est déjà ça. Après, je ne sais pas s'il y a moyen d'aller chercher par derrière ou pas quand on est un peu inventif. Mais de toute façon, ne pas les uploader sur le serveur en très haute qualité. Après, le filigrane que certains décrivent en permanence reste quand même très utile. Je ne dis pas qu'il faut mettre un gros filigrane en plein milieu et qui cache la vue, mais ce n'est pas ça qui va empêcher un contrefacteur de prendre la photo. On est bien d'accord. Par contre, quand on sait qu'il a pris la photo à cet endroit-là et qu'on arrive devant le juge et qu'on fait une comparaison entre ce qui était affiché sur le site et la photo légèrement recadrée juste pour enlever le nom à côté, il va commencer à avoir beaucoup de mal à dire qu'il ne savait pas à qui il appartenait et qu'il ne savait pas qu'il fallait mettre le nom et qu'il ne savait pas qu'il n'avait pas le droit de l'utiliser. Donc, si tu veux, c'est un argument en plus pour démontrer
qu'il était vraiment de mauvaise foi. Alors en fait, on n'a pas à le démontrer parce que la bonne foi ou la mauvaise foi, en contrefaçon, ça n'a aucune incidence. Mais malgré ça, s'il arrive devant le juge et qu'on lui dit, écoutez, regardez, la photo, elle s'affiche comme ça, et nous, on l'a recadré, il a juste enlevé le nom, ou alors il a mis à la place un autre nom, qui arrive aussi, il va commencer à avoir du mal. Et en termes d'indemnisation du préjudice moral sur l'atteinte au droit au nom, il risque de prendre un peu plus comme condamnation, en fait, tout simplement. C'est clair, c'est clair. Bon. Bah, je crois qu'on a fait le tour des questions que je voulais poser. Alors, hein, comme je disais, c'est un sujet qui est vaste. Oui, il y a plein de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. On a gratté un peu le vernis. Mais de toute manière, vous avez écrit des ouvrages sur le sujet. Donc, on renverra, on fera une petite liste en description dans notre blog sur les ouvrages que vous proposez. Alors, sur ce sujet-là, donc pour l'instant, il y a juste le checklist et on m'a volé une photo. Ouais. Et une annonce à surveiller dans les prochaines semaines, on va dire. J'espère d'ici fin mai ou peut-être courant juin, mais ça va pas tarder. Bon, on tiendra nos lecteurs au courant, donc il n'y a pas de souci. Donc d'ailleurs, j'invite nos lecteurs et nos auditeurs à laisser des messages, à réagir, à poser des questions s'ils en ont, et puis même à partager leur expérience dans le domaine, parce que je pense qu'il y a eu pas mal de monde qui a été confronté au sujet, de la contrefaçon. Je crois que ça fait partie, c'est en quantité, c'est le deuxième sujet des questions que je reçois. Mais oui, c'est clair, c'est clair. Donc c'est pour ça, il ne faut pas hésiter à partager son expérience pour se protéger soi et puis pour aider les autres à se protéger. Et donc, comme je disais un petit peu plus tôt, notre prochaine interview avec vous, Joël, ce sera au sujet de la photo de mariage, les droits et les obligations et du photographe et des mariés. Donc, on se retrouve dans quelques temps et puis merci encore pour cet échange qui a été bien fructueux et très intéressant. Merci Joël et puis à très bientôt. À bientôt. Bonne journée.